Keisha Williams venait d'être transférée dans une nouvelle école. Elle venait d'un endroit où survivre signifiait apprendre à se battre, où 8 années d'arts martiaux mixtes avaient transformé ses poings en armes. Ceinture noire, elle était enveloppée dans le silence d'une adolescente, mais les tyrans ne l'avaient pas vue, ils voyaient une jeune fille noire, seule et silencieuse, une cible facile. Alors, ils l'ont attaquée avec exigence et menace, intensifiant le harcèlement chaque jour. Puis, un après-midi, ils ont franchi la ligne. Les rires ont suivi, quelqu'un a dit qu'elle le méritait. Le couloir l'observait, mais Keisha n'a pas cédé. Il la pensait faible. Il pensait qu'elle accepterait. Ils avaient tort. Le réveil sonna à 5h30, mais Keisha Williams était déjà réveillée, les yeux fixés sur le plafond inconnu de sa nouvelle chambre. Détroit lui semblait à une éternité, même si le camion de déménagement ne s'était éloigné que de 3 jours de leur ancienne maison. Elle se leva du lit et descendit à pas feutrés au sous-sol, où sa mère avait installé le sac de frappe dans un coin. 40 minutes plus tard, la sueur perlait de son front tandis qu'elle terminait sa routine matinale directe, croisée, crochet, uppercut, les combinaisons fluides comme une respiration. 8 ans d'entraînement avaient rendu les mouvements instinctifs, mais aujourd'hui, ils semblaient différents. Aujourd'hui, ils semblaient nécessaires. Keisha, petit déjeuner, appela sa mère d'en haut. Le docteur Patricia Williams se tenait devant les fourneaux, toujours en tenue de nuit à l'hôpital Millbrook Général. « Comment vas-tu aujourd'hui, ma puce ?»« Bien, » répondit Keisha en attrapant une tartine. C'était juste une école comme les autres. Le regard de sa mère exprimait de l'inquiétude. « Je sais que cette transition n'est pas facile, » dit-elle doucement. Différente était un euphémisme. Alors que Keisha franchissait les portes du lycée Millbrook, la marée de visages blancs confirma ce qu'elle savait déjà, sur 800 élèves, elle pouvait compter les visages noirs sur les doigts des 2 mains. Les couloirs bourdonnaient d'une énergie matinale typique, mais les conversations s'interrompaient à son passage. Des murmures s'échappaient dans son sillage. Elle gardait la tête haute, les épaules détendues comme Maître Chen le lui avait appris. Ne jamais montrer de faiblesse, mais ne jamais chercher les ennuis en premier. Le cours de biologie du premier cours s'est déroulé sans problème, celui d'histoire du deuxième était acceptable. Mais c'est au déjeuner que commençait véritablement l'apprentissage. La cafétéria s'étendait comme une carte sociale, les enfants populaires occupaient les tables centrales, les athlètes occupaient un coin, les enfants du théâtre se rassemblaient près des fenêtres. Keisha prit un sandwich et chercha une place libre. « Tiens, regarde ce qui s'est égaré ici. » La voix résonna à travers 3 tables. Derek Morrison mesurait 1,90 m, avec cette assurance assurée qui vient de celui qui n'a jamais été défié. Sa veste légèrement tombait parfaitement sur ses larges épaules, et son sourire n'atteignait jamais ses yeux bleus et froids. Derrière lui, Jake Wilson faisait craquer ses articulations tandis que Tommy Bradley ricanait. Le silence retomba dans la cafétéria, tous les regards se tournèrent vers la confrontation qui se préparait au centre de la salle. Keisha continua vers une table vide, mais Derek lui barra le chemin. « Je te parle » dit-il d'une voix imprégnée de l'autorité désinvolte de quelqu'un habitué à être obéi. Elle s'arrêta, soutenant son regard sans sourciller. « De quoi » demanda-t-elle. « De comment les choses fonctionnent ici » répondit Derek, son sourire s'élargit jusqu'à dévoiler ses dents. « Les nouveaux étudiants paient généralement un petit droit d'accueil. Appelez ça une assurance, assurez-vous qu'il ne leur arrive rien. » Jake et Tommy la flanquèrent, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir leur eau de Cologne. La cafétéria resta silencieuse, 200 étudiants observant comme dans un café-théâtre. « Une assurance contre quoi » demanda Keisha d'une voix posée, plus curieuse que conflictuelle. Derek haussa les épaules. « Les casiers qui se bloquent, les livres qui disparaissent, les gens qui vous bousculent dans les couloirs. C'est marrant comme certains peuvent être maladroits ici, surtout ceux qui ne sont pas à leur place, » ajouta Tommy avec un sourire narquois. Keisha posa son plateau repas sur la table la plus proche. Lorsqu'elle se retourna vers Derek, sa posture était toujours détendue, mais quelque chose avait changé dans son regard. « Je ne paie pas pour la protection. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi. Le sourire de Derek vacilla un instant avant de revenir avec force. « C'est là que tu te trompes, ma fille. Tout le monde paie. La question est, paies-tu facilement ou durement ?» Il s'approcha, sa voix se transformant en un murmure qui traversa la pièce silencieuse. « À moins que tu ne te crois trop bien pour notre petit système, que tu te crois meilleur que nous tous. »« Je ne paie pas du tout, » dit-elle en prenant son plateau et en le contournant pour se diriger vers la table vide.
Pendant un instant, Derek resta figé, ne s'attendant visiblement pas à un refus catégorique. La cafétéria attendait. Ce n'est pas fini, lança-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Personne ne me manque de respect dans mon école. Personne. Keisha s'assit et déballa son sandwich comme si de rien n'était, mais sa vision périphérique suivait les moindres mouvements de Derek tandis qu'il s'éloignait avec sa bande. À une table de l'autre côté de la salle, Marcus Thompson secoua la tête et murmura à son ami, « Cette fille n'a aucune idée de ce qu'elle vient de faire. » Les conversations reprirent peu à peu, mais l'ambiance avait changé. La nouvelle se répandrait dans l'école avant la fin de la pause déjeuner, la nouvelle venait de déclarer la guerre à Derek Morrison. Keisha prit une bouchée de son sandwich, mâchant lentement. Elle espérait passer au moins une journée sans encombre, mais certaines choses étaient inévitables et céder face au brut n'avait jamais été une option. La vraie question n'était pas de savoir si Derek riposterait, mais quand et jusqu'où il serait prêt à aller. Le harcèlement commença avant la fin du deuxième cours. Keisha se dirigea vers son casier, clé en main, mais la serrure refusait de tourner. Elle réessaya, vérifiant la combinaison mémorisée le matin même. Rien. Un problème? Jake Wilson apparut à côté d'elle, souriant. Les serrures peuvent être délicates quand elles sont abîmées. Elle examina le mécanisme. Quelqu'un avait coincé un chewing-gum dans la serrure. Très mature, dit Jake en reculant pour observer sa réaction. Derek a la mémoire longue. Le cours d'histoire américaine de 3e heure se déroula sans incident, mais en rassemblant ses livres, Keisha remarqua la disparition de son carnet, celui contenant 3 jours de notes. Elle fouilla son sac à 2 reprises avant d'abandonner. Dans le couloir, elle aperçut Tommy Bradley qui montrait le carnet à un groupe d'étudiants de première année, faisant des gestes exagérés en lisant son écriture à voix haute, d'un ton moqueur. « Regardez-moi cette écriture soignée. Elle doit se croire vraiment spéciale. » Keisha s'approcha calmement. « C'est à moi. Prouve-le-moi. » Tommy le brandit au-dessus de sa tête comme une brute de la cour de récréation. « Si tu demandes gentiment, j'envisagerai peut-être de te le rendre. » Elle ne demanda rien et ne le prit pas. Au lieu de cela, elle sortit son téléphone et le prit en photo, le tenant. « Qu'est-ce que tu fais ?» L'audace de Tommy vacilla. « Au cas où je devrais porter plainte pour vol. » Son visage devint rouge, mais il jeta le carnet à ses pieds avant de s'éloigner à grands pas. Les pages s'éparpillèrent sur le sol du couloir. Alors que Keisha s'agenouillait pour ramasser ses notes, une paire de baskets usées apparut dans son champ de vision. Elle leva les yeux et vit Marcus Thompson, le même élève qui avait fait son commentaire au déjeuner. « Tu as besoin de conseils, » dit Marcus doucement, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'on ne les entendait pas, « je t'écoute. » Derek Morrison n'est pas un gosse de riche qui joue les durs. Son père possède la moitié des commerces de la ville, dont le concessionnaire automobile où travaille ma mère. Son oncle est chef de la police. Quand Derek veut quelque chose, ça arrive. Keisha se leva, serrant les notes qu'elle avait récupérées. « Tu essaies de me faire peur ?» demanda-t-elle. « J'essaie de te sauver », répondit Marcus, une inquiétude sincère dans la voix. L'année dernière, il y avait un gamin nommé Miguel Santos, un élève transféré, comme toi. Derek a trouvé que Miguel était trop proche d'une fille. Miguel s'est retrouvé avec le nez cassé et 3 côtes fêlées après une chute dans les escaliers, selon le rapport officiel. Il marqua une pause, puis se pencha. Et devine quoi? Miguel a changé d'école 2 semaines plus tard. J'y crois, dit doucement Keisha. Marcus hocha la tête. Je comprends, se lever, c'est agréable. Derek ne se bat pas à la loyale, et il ne se bat pas seul. Quoi que tu envisages de faire, ne le fais pas. Avant que Keisha puisse répondre, Marcus se fondit dans la foule des élèves qui changeaient de classe. L'après-midi fut marqué par un harcèlement croissant. Quelqu'un renversa, accidentellement, du lait au chocolat sur son sac à dos pendant le déjeuner. Au laboratoire de chimie, ses lunettes de protection disparurent, l'obligeant à emprunter une paire rayée qui l'empêchait de lire clairement les mesures. En 6e heure, un schéma se dessina, l'équipe de Derek se relayait pour lui rendre la vie impossible, toujours avec des démentis plausibles ou toujours avec des témoins qui constataient des accidents, pas du harcèlement. La 7e période a poussé les choses trop loin. Keisha était assise en cours d'anglais, essayant de se concentrer sur la discussion et ne tirait pas sur l'oiseau moqueur, quand Derek leva la main. « Madame Patterson, je pense que notre nouvelle élève devrait nous parler de ce livre. Je parie qu'elle a une bonne compréhension des thèmes abordés. »
Madame Patterson lui adressa un sourire encourageant. Kesha, aimerais-tu partager ton avis sur la représentation de l'injustice raciale par Harper Lee? Le contexte était évident, mais Kesha répondit avec réflexion, évoquant l'exploration des préjugés et du courage moral dans le livre. Elle parla pendant 2 minutes, articulant ses arguments avec clarté et intelligence. Lorsqu'elle eut terminé, Derek se mit à applaudir lentement et d'un ton moqueur. « Waouh, c'était vraiment bien dit. Tu t'exprimes vraiment bien pour. » Il marqua une pause, laissant planer le sous-entendu. C'est agréable d'entendre quelqu'un s'exprimer aussi clairement. Le silence se fit dans la classe. Le visage de Madame Patterson rougit, mais elle semblait figée, ne sachant comment aborder le sous-entendu raciste évident sans aggraver la situation. « Merci, dit Kesha d'un ton neutre. J'apprécie que tu aies remarqué ma capacité à communiquer efficacement. » Le sourire de Derek faiblit légèrement face à sa réponse calme, mais il continua. « C'est tout simplement rafraîchissant, vous savez ? Parfois, les personnes issues de certains milieux ont du mal à suivre les discussions académiques. » Le silence s'est fait plus pesant alors que quelques étudiants se déplaçaient mal à l'aise sur leur siège. « Je suis sûr que tu découvriras que les gens de tous horizons peuvent te surprendre, répondit Kesha, d'une voix ferme comme l'acier. Quand la cloche sonna, elle ramassa ses livres sans se presser et sortit la tête haute. Mais intérieurement, une révélation se fit jour, les jeux étaient terminés. Derek venait de franchir une ligne infranchissable. Dans le couloir, elle entendait Derek rire avec ses amis, se félicitant probablement de sa performance, intelligente. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Le vendredi matin, Kesha découvrit son casier décoré. Quelqu'un avait collé une banane sur la porte métallique avec un mot écrit « Bienvenue dans la jungle », de l'écriture caractéristique de Derek. Elle le retira sans un mot, consciente que les élèves se rassemblaient pour observer sa réaction. Certains hurlèrent honteux, d'autres ricanèrent. Kesha froissa le mot et le jeta à la poubelle, mais elle garda le ruban adhésif comme preuve. « Oh, tu n'as pas aimé ton cadeau ?» Derek apparut avec son entourage habituel, parlant assez fort pour que la foule grandissante l'entende. « J'ai pensé que tu avais peut-être le mal du pays, la nostalgie de la faune urbaine. » Créative, dit Kesha en fermant son casier avec un calme délibéré. « Mais tu devrais peut-être travailler ton écriture, ça facilite l'identification de la source. » La mâchoire de Derek se crispa. Il n'avait pas l'habitude que ses cibles lui répondent, surtout devant un public. « Peut-être as-tu besoin d'une leçon de respect, dit-il. Peut-être as-tu besoin d'une leçon de décence humaine élémentaire. » Le couloir bourdonnait de réactions chuchotées. Les étudiants sortaient leur téléphone, sentant que quelque chose de plus grave se tramait. Tout au long de la matinée, le harcèlement s'est intensifié. En cours d'éducation physique, quelqu'un avait mis du poil à gratter dans sa tenue de sport. Pendant le déjeuner, Jake Wilson l'a délibérément bousculé, en voyant son plateau s'écraser par terre. « Oups », dit Jake sans prendre la peine de cacher son sourire. « J'espère que tu n'es pas trop maladroit pour nettoyer ça. » Kesha s'agenouilla pour ramasser la nourriture éparpillée tandis que les élèves l'entouraient. Quelques-uns proposèrent leur aide, mais elle les repoussa d'un geste de la main. Elle pouvait gérer les jeux de Derek, ce qu'elle ne pouvait pas faire, c'était le public grandissant qui semblait apprécier le spectacle. Le point de rupture est survenu pendant la 8e heure d'études. Kesha était assise seule à une table dans un coin, travaillant sur ses devoirs de calcul, lorsque Derek et son équipe sont arrivés. Le surveillant de l'étude était sorti, laissant 30 élèves sans surveillance. « Salut tout le monde », annonça Derek d'une voix qui résonnait à travers la pièce. « J'ai quelque chose de spécial à partager. » Il sortit son téléphone et soudain, la voix de Kesha emplit la pièce via une petite enceinte Bluetooth. C'était sa discussion en cours d'anglais de la veille, mais modifiée et manipulée. Ses propos réfléchis sur l'injustice raciale avaient été entrecoupés d'extraits audio pour donner l'impression qu'elle tenait des propos incendiaires sur les Blancs. L'enregistrement la présentait comme une étrangère raciste et en colère qui détestait sa nouvelle école et tous ses élèves. Les étudiants semblaient choqués, confus, certains en colère. « On dirait qu'on sait ce qu'elle pense vraiment de nous », dit Derek en rangeant son téléphone avec satisfaction. Heureusement qu'on a pu entendre ses véritables pensées. Kesha resta figée tandis que les murmures fusaient autour d'elle. Certains élèves semblaient méfiants, d'autres dégoûtés. Quelques-uns semblaient se rendre compte que l'enregistrement était faux, mais leur voix était couverte par ceux qui y croyaient. « Ce n'est pas ce que j'ai dit », sa voix coupa le bruit, mais Derek parla par-dessus elle. « Tu me traites de menteur ?
Tout le monde vient de t'entendre. Tout le monde vient de t'entendre manipuler des enregistrements pour me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Il s'approcha de sa table. Pourquoi aurais-je besoin de manipuler quoi que ce soit? On a tous entendu quel genre de personne tu es vraiment. La porte de la salle d'études s'ouvrit et Madame Chen, la surveillante, revint. Le silence retomba dans la salle. Les élèves étaient soudain fascinés par leur devoir. « Tout va bien ici ?» demanda Madame Chen, sentant la tension monter. « Parfait » dit Derek avec son sourire de politicien. « On discute simplement de l'actualité. » Quand la cloche sonna, Kesha ramassa ses livres d'une main tremblante. Les élèves sortirent en file indienne, certains évitant le contact visuel, d'autres le fixant ouvertement. Le mal était fait. Dès demain, l'enregistrement édité de Derek serait partout sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle se dirigeait vers son dernier cours, elle entendit des fragments de conversation. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait dit ça. » Elle semblait si calme et gentille. Derek avait raison à son sujet. À son casier après l'école, Kesha a trouvé Marcus qui l'attendait. « Cet enregistrement était un faux, dit-il doucement. J'étais en cours d'anglais. J'ai entendu ce que tu as dit. Ça n'a plus d'importance maintenant. » Kesha a enfilé sa veste. Le mal est fait. Vous pouvez le contester ou prouver qu'il a été édité ou je peux contester la source. Marcus lui attrapa le bras. Ne fais rien de stupide. Derek s'attend à ce que tu ripostes. Il a probablement tout prévu, comment te faire passer pour l'agresseur, comment te faire suspendre ou arrêter. Kesha observa le visage inquiet de Marcus, puis les élèves qui passaient, certains chuchotaient encore et la pointaient du doigt. Derek avait systématiquement cherché à l'isoler et à l'humilier, chaque geste étant calculé pour la pousser à une réaction justifiant sa cruauté. Peut-être était-il temps de lui donner ce qu'il attendait. Elle se dégagea de l'emprise de Marcus et se dirigea vers la sortie. Derrière elle, Marcus cria. « Kesha, ne fais pas ça. Ça n'en vaut pas la peine. » Mais certaines choses en valaient la peine. Sa dignité en valait la peine. Son droit d'exister dans cette école sans être terrorisé en valait la peine. Et parfois, la seule façon d'arrêter un tyran était de lui montrer que sa cible pouvait riposter. Dehors, Derek et sa bande s'amusaient sur le parking, célébrant sans doute leur diffamation réussie. Ils semblaient si fiers d'eux-mêmes, si confiants en leur pouvoir. Kesha a laissé tomber son sac à dos à l'entrée de l'école et s'est dirigée vers eux avec détermination. Il était temps d'avoir cette conversation dont Derek avait parlé, mais cette fois, elle se déroulerait à ses conditions. Derek riait encore de l'enregistrement lorsqu'il aperçut Kesha traverser le parking d'un pas décidé. Son rire s'éteignit en voyant comment elle avait laissé tomber son sac à dos comme un poids mort. « Tiens, regarde qui a finalement décidé de venir parler » ricana Derek en se redressant. Jake et Tommy se rangèrent à ses côtés, prêts à s'excuser de leur hostilité. Kesha s'arrêta à 3 mètres de là, d'une voix calme et claire. « J'en ai fini avec tes manigances, Derek, le faux enregistrement, le harcèlement, tout ça. C'est fini maintenant. » « Oh, ça se termine quand je dis que ça se termine, » rétorqua Derek, sa confiance grandissant tandis que quelques élèves curieux se rassemblaient pour le regarder. « Tu crois que tu peux entrer dans mon école et me manquer de respect? Détrompe-toi, c'est mon école. » Kesha s'approcha d'un ton ferme. « La dernière fois que j'ai vérifié, c'était une institution publique financée par les contribuables, y compris ma mère. » Le visage de Derek rougit. « Ne me fais pas le malin. Tu es en infériorité numérique et tu es surclassé. Va-t'en tant que tu le peux encore. » J'ai essayé de m'éloigner, dit-elle en avançant d'un pas, tu m'as suivi. J'ai essayé de t'ignorer, tu as envenimé la situation. J'ai essayé d'être raisonnable? Encore un pas de plus, et maintenant on fait ça à ma façon, prévint Tommy en faisant craquer ses jointures. Tu es sûr de vouloir faire ça? Demanda Kesha en se penchant sur la pointe des pieds. 3 contre 1, ça ne te va pas, ni s'en prendre à quelqu'un que tu croyais incapable de riposter. Derek rit sèchement. Tu es hilarant. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler ta maman? Je vais te donner exactement ce que tu demandes. Au moment où Derek lui prit le bras, l'entraînement de Kesha se déclencha. Avec une précision fluide, elle se dégagea de sa prise, saisit son poignet et profita de son élan pour le faire trébucher. Avant qu'il ne puisse se reprendre, son coude heurta son plexus solaire, le pliant en deux. Jake se jeta sur lui et se balança sauvagement. Kesha se baissa,
lui balança les jambes et l'envoya s'étaler sur l'asphalte. Tommy hésita, réalisant soudain que le plan ne se déroulait pas comme prévu. Derek se redressa, essoufflé mais furieux. « Tu te crois costaud ? Voyons voir à quel point. » La suite fut brutale et efficace. Derek avait la carrure et la rage, mais Kesha possédait une habileté affinée par 8 années d'entraînement rigoureux. Elle se déplaçait comme une eau vive face à ses coups maladroits, frappant avec précision dès qu'une ouverture se présentait. Jake et Tommy tentèrent d'intervenir, mais ne firent que gêner Derek ou subir ses attaques défensives. La bagarre s'étendit sur le parking, Derek continuant de charger, de frapper, refusant de rester à terre. À la fin, Derek gisait face contre terre sur l'asphalte, le genou de Kesha coincé entre ses omoplates. Ils avaient parcouru près d'un demi-pâté de maison, son nez saignait abondamment, Jake soignait un œil gonflé et Tommy lui tenait délicatement les côtes. « On a fini ?» demanda Kesha, sa respiration contrôlée malgré l'effort. « Lâche-moi » haleta Derek. « On a fini » répéta-t-elle en exerçant une légère pression. « Bien, c'est fini. Vous allez me laisser tranquille, tous les trois. Plus de jeux, plus de harcèlement, plus d'enregistrements modifiés. On est d'accord ? Ouais. On est tranquille. » Kesha le relâcha et recula, regardant Derek se retourner, le nez en sang. Le petit groupe de témoins se tenait là, stupéfait. « Bien parlé, » dit-elle, puis elle se retourna et retourna à l'école pour récupérer son sac à dos. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, la directrice Martinez terminait ses papiers lorsque sa secrétaire frappa. « Madame Martinez, il y a eu un incident sur le parking. Les élèves disent qu'il y a eu une bagarre. » La directrice Martinez soupira et attrapa sa veste. « C'est grave ? Bon, personne n'a appelé d'ambulance, mais tu devrais peut-être voir ça toi-même. » Dehors, elle trouva Derek Morrison en train d'essuyer le sang de son visage tandis que Jake et Tommy l'aidaient à se relever. Un groupe d'étudiants rôdait à proximité, téléphone à la main, l'excitation palpable dans l'air. « Que s'est-il passé ici ?» a demandé le directeur Martinez. « Rien, » murmura Derek, les yeux détournés. « Je faisais juste l'idiot. »« Derek Morrison, tu saignes. Ce n'est pas de la plaisanterie. »« Je suis tombé, » dit-il rapidement. « Je n'ai pas fait attention, j'ai trébuché sur mes propres pieds. » La directrice Martinez semblait sceptique, mais avant qu'elle ne puisse insister davantage, Derek et ses amis s'éloignèrent en boitant, Derek s'appuyant lourdement sur Jake pour obtenir du soutien. Le lendemain matin, les rumeurs étaient déjà devenues légendaires. Certains affirmaient que Kesha avait utilisé des armes, d'autres qu'elle avait tabassé 5 hommes. La vérité était déjà impressionnante, mais les ragots du lycée n'avaient jamais été limités par les faits. Au cours de la deuxième période, Jessica Martinez, une étudiante en deuxième année pleine d'énergie nerveuse, s'est approchée de Kesha à son casier, Amber juste derrière elle. « Salut » dit doucement Jessica en jetant un coup d'œil autour d'elle. « On peut te parler de quelque chose ?» Kesha observa les deux filles. Jessica semblait effrayée mais déterminée, Amber semblait prête à s'enfuir à tout moment. « Que se passe-t-il » demanda Kesha. « Nous avons appris ce qui est arrivé hier à Derek et à ses amis, » a poursuivi Jessica. « Nous nous demandions, pourriez-vous nous aider pour quelque chose de similaire ? » « En quoi est-ce pareil » murmura finalement Amber. « Il y a ces types du lycée Riverside qui nous embêtent à l'arrêt de bus après les cours. Hier, ils ont pris mon sac à dos et ont tout vidé, ils m'ont insulté et ont dit qu'ils reviendraient aujourd'hui. » Kesha ferma son casier et se tourna vers eux. « Que me demandez-vous de faire exactement ? Veux-tu venir avec nous à l'arrêt de bus aujourd'hui ? » La voix de Jessica tremblait. « Peut-être que s'ils te voient là-bas, ils nous laisseront tranquilles. » Kesha jeta un coup d'œil à leurs visages effrayés et pensa au nez en sang de Derek, à chaque petite humiliation qui avait conduit à la confrontation de la veille. « À quelle heure arrive ton bus ? » « À 15h15. » Kesha hocha la tête. « D'accord. J'arrive. » À 15h15, elle se rendit à l'arrêt de bus de Maple Street avec Jessica et Amber. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres entre les maisons, et une brise fraîche faisait bruisser les feuilles au-dessus de leur tête. Les deux filles restèrent près d'elle, leur nervosité presque palpable. « Ils arrivent généralement vers 15h20, » murmura Jessica en consultant son téléphone. « Mais le bus n'arrive qu'à 15h45, alors ils ont largement le temps. »« Pour faire quoi exactement » demanda Kesha. La voix d'Amber tremblait. « Hier,
Ils nous ont encerclés et ont dit qu'on avait l'air seul et qu'on avait besoin de compagnie. Quand j'ai voulu m'éloigner, l'un d'eux m'a attrapé le bras et n'a pas voulu me lâcher, puis ils ont de nouveau jeté mon sac à dos sous leurs yeux. Ils ont dit qu'on le regretterait si on en parlait à quelqu'un. Keisha scruta la rue tranquille. Combien y en a-t-il? 3, dit Jessica. Brad est le chef, le grand aux cheveux décolorés. Connor a les tatouages sur les manches, et Tyler est celui qui a enlevé Amber. À 15h22 précise, une Camaro cabossée a déboulé sur Maple Street, la musique à plein volume. La voiture a ralenti à l'approche de l'arrêt de bus, et 3 garçons en sont sortis avec une attitude décomplexée, comme s'ils étaient les maîtres du quartier. Les yeux de Brad se plissèrent en apercevant Keisha. « Qui est la nouvelle ?» demanda-t-il. « J'attends juste le bus », répondit rapidement Jessica. Connor rit en fléchissant ses avant-bras tatoués. « On dirait quelqu'un qui n'a rien à faire ici. » Tyler s'avança vers Amber, et tout retint son souffle. Qui s'est instinctivement placé derrière Keisha? Tu as amené des renforts, ma chérie? Ce n'est pas très amical, en fait, dit Keisha, sa voix résonnant clairement dans la rue silencieuse. Je suis ici pour discuter avec vous trois. Les sourcils de Brad se haussèrent. Une conversation sur quoi? Sur la façon dont tu vas laisser ces filles tranquilles à partir de maintenant? Les 3 garçons échangèrent un regard avant d'éclater de rire. Connor s'essuya les yeux d'un air théâtral. Oh, c'est incroyable. La cavalerie est composée d'une fille qui se croit forte. Je ne pense pas, répondit calmement Keisha. Je t'informe simplement que ton harcèlement prend fin aujourd'hui. Tyler s'approcha encore plus d'Amber, envahissant délibérément son espace. Et si on n'a pas envie de mettre fin à tout ça? Tu découvriras alors que certaines personnes ne sont pas des cibles faciles. Brad se déplaça sur le flanc gauche de Keisha tandis que Connor prenait la droite. Tu sais quoi? Je t'aime bien. Tu as du caractère. Pourquoi ne pas laisser tomber ces ratés et traîner avec de vrais hommes? Je ne suis pas intéressé par le fait de traîner avec des garçons qui terrorisent les enfants, a déclaré Keisha froidement. Ce ne sont pas des enfants, gronda Tyler d'une voix rauque. Ils sont assez grands pour apprendre le respect. Il tendit la main pour saisir Amber par l'épaule, et c'est là que Keisha agit. Sa main gauche intercepta le bras tendu de Tyler, le détournant d'Amber, tandis que sa main droite frappait son poignet. Tyler poussa un cri et recula en se tenant le bras. Qu'est-ce que? Connor s'avança, mais Keisha se repositionnait déjà. Dernier avertissement, dit-elle, sa posture équilibrée et prête. Éloigne-toi. Au lieu de cela, Brad chargea depuis sa gauche tandis que Connor arrivait par la droite. Keisha se laissa tomber, balayant les jambes de Brad, puis pivota pour attraper Connor d'un coup de coude au ventre. Les 2 garçons heurtèrent violemment le sol. Tyler, toujours en train de se caresser le poignet, sortit son téléphone. Espèce de folle, j'appelle la police. Vas-y, dit Keisha sans quitter Brad et Connor des yeux tandis qu'ils se relevaient péniblement. Dis-leur que 3 lycéens se sont fait tabasser alors qu'ils tentaient d'agresser 2 jeunes filles. Je suis sûr que ça se passera bien pour toi. Derrière son téléphone, Jessica avait enregistré toute la rencontre. J'ai tout enregistré, dit-elle d'une voix plus forte, y compris le moment où Tyler essayait d'attraper Amber. Brad essuya le sang de sa lèvre fendue et lança à Keisha un regard mêlé de respect et de colère. Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire, 3 lâches qui s'en prennent à des filles plus petites qu'eux. Ouais, j'ai une assez bonne idée, répondit Keisha sans broncher. Connor retourna en boitant vers la voiture, son air de dur à cuire complètement dégonflé. Ce n'est pas fini. Oui, c'est vrai, dit Keisha fermement. Si je vous revois près de ces filles, notre prochaine conversation ne sera pas aussi polie. Tyler ouvrit la bouche pour protester, mais Brad l'attrapa par le bras. Allez, on file. Alors que la Camaro démarrait en crissant, Jessica baissa son téléphone d'une main tremblante. Oh mon Dieu, c'était incroyable. Vous allez bien tous les deux. L'attention de Keisha se reporta sur les filles. Amber hocha la tête, les larmes aux yeux. Merci. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Il comptait sur le fait que tu aurais trop peur pour te défendre, dit Keisha. Les tyrans comptent toujours là-dessus, murmura Amber. Le bus tourna au coin de la rue, ses freins sifflant à l'approche de l'arrêt. Alors qu'il montait à bord, Jessica partageait déjà la vidéo sur ses réseaux sociaux. Tout le monde doit voir ça, dit-elle avec enthousiasme.
Tout le monde doit savoir que quelqu'un tient enfin tête à ces salopards. Kesha s'installa confortablement, ignorant que la vidéo de Jessica serait partagée des centaines de fois avant le dîner, la propulsant du jour au lendemain de légende locale à sensation virale. À 19 h, la vidéo de Jessica avait été partagée plus de 300 fois, à 21 h, elle avait atteint le millier. La légende disait, une fille tient tête à des harceleurs d'élèves à un arrêt de bus, enfin quelqu'un riposte. Les commentaires des élèves de 3 districts scolaires ont afflué. Des histoires de harcèlement, d'intimidation et d'abus, jusque-là chuchotées dans les couloirs, ont soudain trouvé une place publique. C'est la fille qui a tabassé Derek Morrison aussi, il était temps que quelqu'un tienne tête à la bande de Riverside. Elle devrait donner des cours d'autodéfense. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Derek Morrison, assis dans sa chambre, une poche de glace sur son nez encore gonflé, regardait la vidéo pour la 5e fois. Son téléphone vibrait de notifications, des amis lui envoyaient le lien, lui demandant s'il s'agissait bien de la fille qui l'avait humilié. « C'est impossible », murmura-t-il en parcourant les commentaires. Quelqu'un avait déjà fait le lien en racontant sa propre rencontre avec Kesha sur le parking de l'école. Son téléphone sonna, le nom de Jake apparut à l'écran. « Tu vois ça ?» La voix de Jake était tendue par la colère. « Tout le monde voit ça. Mon père se demande déjà pourquoi j'ai l'air d'avoir été renversé par un camion. Elle nous fait passer pour de parfaits idiots d'abord nous, maintenant les gars de Riverside. Les gens la traitent de super-héroïne. » Derek serra les dents. Ce n'est pas une super-héroïne. Elle a juste eu de la chance 2 fois. Au même moment, à Riverside, Brad Matthews avait une conversation similaire avec son équipe dans son garage. « Comment avons-nous pu paraître si faibles ?» demanda Connor en faisant les 100 pas, 3 contre une fille, et on s'est fait démolir parce qu'elle savait se battre et on ne s'y attendait pas. Tyler a relancé la vidéo. « Regardez-moi ça. Elle n'a même pas l'air essoufflée après. » Connor rétorqua, « On est des brutes, c'est tout l'intérêt. La peur maintient les gens dans le droit chemin, mais si la rumeur court qu'une lycéenne peut nous abattre, notre réputation sera entachée. Personne ne nous respectera après ça, » termina Brad, la voix manquant de conviction. De retour au lycée Millbrook, la vidéo virale a créé un autre chaos. Les élèves qui avaient souffert en silence ont soudain retrouvé la parole. Lundi matin, la directrice Martinez est arrivée sur sa messagerie vocale remplie de messages de parents, certains réclamaient l'expulsion de Kesha pour violence, d'autres la félicitaient pour avoir protégé leurs enfants, la plupart voulaient savoir pourquoi l'école n'avait pas encore réagi au harcèlement dénoncé par leurs enfants. Sa secrétaire, Madame Chen, lui a remis une pile de rapports d'incidents déposés pendant le week-end. 12 élèves ont porté plainte pour harcèlement, tous mentionnant avoir vu la vidéo et avoir décidé de ne plus pouvoir se taire. La directrice Martinez a feuilleté les rapports, son expression devenant de plus en plus troublée à chaque page. « Comment n'avons-nous pas été au courant ?» se demanda-t-elle à voix haute. Certains incidents s'étaient produits hors campus, d'autres ? Eh bien, les étudiants ont dit les avoir signalés, mais rien n'a été fait. Durant la première période, Kesha s'est retrouvée entourée d'étudiants qui voulaient la remercier, lui poser des questions ou simplement être près de quelqu'un qui avait résisté au système qui les avait laissés tomber. « Tu es comme un véritable héros d'action », a déclaré un étudiant de 2e année nommé Danny, dont le propre rapport détaille des mois de harcèlement de la part d'étudiants plus âgés. « Je ne suis pas une héroïne », répondit Kesha. « J'en ai juste assez d'être malmenée. » Mais alors même que les élèves saluaient ses actions, l'administration s'efforçait de contrôler la situation. La directrice Martinez a convoqué une réunion d'urgence avec le conseil scolaire, où la conversation a rapidement tourné à la gestion des dégâts. L'incident s'est produit hors de l'enceinte de l'école, a insisté le président du conseil Walsh. Pouvons-nous nous distancier complètement de cette affaire ? La directrice Martinez a lancé la vidéo sur son ordinateur portable. La moitié des commentaires portent sur le problème de harcèlement que nous avons ignoré dans notre école. Johnson se pencha en avant, le regard intense. Que suggérez-vous ? Je suggère que nous devrions peut-être écouter ce que disent ces étudiants, a-t-il déclaré d'une voix ferme, au lieu de nous soucier de notre image. La réunion s'est envenimée, les membres du conseil s'échangeant des avis, débattant entre soutenir Kesha ou la suspendre pour bagarre. Pendant ce temps, une pétition de parents circulait en ligne, exigeant que l'école mette en place des cours d'autodéfense et des protections renforcées pour les élèves. À l'heure du déjeuner, plus de 50 élèves s'étaient inscrits au groupe de soutien organisé par Jessica. Leur mission était simple, créer un espace sûr pour les élèves victimes de harcèlement et plaider pour des changements politiques significatifs.
Tandis que Kesha parcourait les couloirs, elle sentit un changement d'atmosphère. Les élèves qui détournaient autrefois le regard la regardaient maintenant avec respect et hochaient la tête. Les professeurs, qui auparavant ignoraient les affronts subtils, se tenaient désormais sur le qui-vive, scrutant les couloirs à la recherche de problèmes. Pourtant, Derek et ses amis rôdaient près des casiers, leurs regards empreints d'une haine non dissimulée. Elle avait gagné 2 batailles, mais elle savait que la guerre était loin d'être terminée. La vidéo virale lui avait donné une tribune et des fans, mais elle avait aussi fait d'elle une cible plus grande que jamais. Mardi matin, avant le premier cours, Kesha a été convoquée dans le bureau de la proviseure Martinez. La proviseure était assise derrière son bureau, l'épuisement se lisant sur son visage pâle. « Veuillez vous asseoir », dit Martinez en désignant la chaise. « Nous devons discuter de ce qui s'est passé à l'arrêt de bus. Des élèves étaient harcelés, j'ai cru comprendre que vous aviez utilisé la force physique hors de l'enceinte de l'école. » La voix de Kesha resta calme. « J'ai défendu 2 élèves qui avaient été agressés. » Le directeur Martinez a ouvert un épais dossier. « Depuis hier, j'ai reçu 17 appels de parents, certains réclament votre renvoi, d'autres affirment que vous méritez une médaille. Le conseil d'administration se réunit ce soir pour décider de la suite à donner. »« Gérer quelle situation ?» demanda Kesha. « J'ai défendu 2 élèves. Tu as tabassé 3 garçons et tu as publié l'information en ligne. »« Je n'ai rien posté », répondit Kesha d'un ton neutre. Ces garçons terrorisaient leurs camarades. La directrice Martinez se massa les tempes. « Kesha, je comprends ta frustration, mais la justice d'autodéfense n'est pas la solution. Nous avons des procédures et des protocoles. Vos procédures n'ont pas empêché Derek Morrison de me harceler pendant une semaine, interrompit Kesha. Vos protocoles n'ont pas protégé Jessica et Amber des agressions et des menaces. C'est votre faute. » La voix du directeur Martinez vacilla. « J'essaie de vous aider. Le conseil souhaite que cela se règle discrètement. Si vous acceptez de cesser les interventions physiques, nous pourrons probablement éviter une suspension. Sinon, nous envisagerons des sanctions plus graves. » Kesha se leva et ramassa son sac. « C'est tout ? S'il te plaît, réfléchis Y, dit doucement Martinez. Ce chemin que tu empruntes n'est pas tenable. » En entrant dans le couloir, Kesha aperçut Danny et 3 autres élèves qui attendaient anxieusement. « On a entendu dire que tu as été appelé, » dit Danny. « Tu as des ennuis ? » « Peut-être, » admit Kesha en se dirigeant vers son casier. « Pourquoi ?» Danny se dépêcha de la rattraper. « Parce qu'on voulait te demander quelque chose. » Kesha marqua une pause. « Qu'est-ce qu'il y a ? » On était plusieurs à discuter, dit doucement Danny, et on se demandait, est-ce que tu pourrais nous apprendre ce que tu sais ? Kesha fronça les sourcils. T'apprendre quoi ? Comment riposter ? Comment se défendre ? Dit Danny d'une voix de plus en plus forte. Je suis victime de harcèlement depuis la 5e. Hier, pour la première fois, personne ne m'a importuné, ils avaient peur que tu les regardes. Kesha ressentit une pointe de fierté. Ça ne durera pas éternellement. Exactement, acquiesça Danny. C'est pour ça qu'on doit apprendre à se protéger. Une fille nommée Sarah s'avança. Mon frère aîné va à Riverside. Il dit que les garçons que tu as combattus préparent quelque chose, ils sont gênés et en colère. Quel genre de chose ? Demanda Kesha. Il ne l'a pas dit, a admis Sarah, mais il m'a averti de faire attention en rentrant chez moi. Pendant ce temps, dans le bureau du gymnase, l'entraîneur Rodriguez était confronté à son propre dilemme avec le directeur Martinez. Tu veux que je lui interdise d'aller à la salle de sport ? Demanda l'entraîneur, les bras croisés. Pour avoir lancé un programme d'arts martiaux non autorisé, a rétorqué Martinez. Les parents appellent ça un fight club. Vous avez vu ce qu'elle fait ? Demanda l'entraîneur Rodriguez. Elle apprend aux enfants à se défendre, les mouvements de base, à développer leur confiance en eux. C'est exactement ce dont la moitié de ses élèves ont besoin. Le directeur Martinez soupira. La responsabilité à elle seule. C'est moins que ce à quoi nous serons confrontés lorsque le prochain incident de harcèlement deviendra violent, a rétorqué Rodriguez. J'enseigne ici depuis 12 ans. Je n'ai jamais vu d'élèves aussi impliqués dans leurs activités physiques que cette semaine. Le conseil devrait peut-être passer du temps dans les couloirs pour observer les interactions de ces jeunes. Cet après-midi-là, Kesha arriva au gymnase et trouva 30 élèves qui attendaient avec impatience. La nouvelle s'était répandue malgré les avertissements administratifs.
Des adolescents qui ne se parlaient jamais étaient unis par une peur commune et une soif de changement. J'ai parlé au directeur Martinez, annonça Kesha. Le conseil scolaire ne veut pas qu'on se réunisse ici. Une vague de déception parcourut le groupe. Cependant, a poursuivi Kesha en levant la main, c'est techniquement après les heures de cours, et l'entraîneur Rodriguez nous a donné la permission d'utiliser l'espace. L'entraîneur Rodriguez s'est avancé. Pour moi, c'est un club de fitness axé sur l'autodéfense et le développement de la confiance en soi, dans le respect total des consignes de l'école. Des acclamations ont éclaté, mais Kesha a levé la main pour réclamer le silence. Avant de commencer, rappelez-vous, il ne s'agit pas de se battre. Il s'agit d'avoir les compétences et la confiance nécessaires pour se protéger et protéger les autres. Nous ne cherchons pas les ennuis, mais nous ne les fuirons pas non plus. Alors qu'elle démontrait des positions défensives de base, Kesha remarqua Derek et Jake pressés contre les portes vitrées du gymnase, leur visage un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Derek se pencha vers Jake. « Regardez-les, elle est en train de constituer une armée. Qu'est-ce qu'on fait ?» Jake haussa les épaules. « Assurez-vous que tout le monde comprenne que nos actes ont des conséquences. » À l'intérieur du gymnase, les étudiants s'entraînaient à échapper aux saisies de poignets et aux techniques de désescalade verbale, ignorant que leur nouveau courage était perçu comme une menace par ceux qui profitaient de leur peur. Vendredi, le programme de Kesha comptait plus de 60 élèves. Dans un coin du gymnase, les adolescents travaillaient à briser les prises, à renforcer leur confiance par leur posture et à affiner leur concentration. « N'oublie pas, » cria Kesha, « l'objectif est toujours de désamorcer la situation et de s'enfuir sain et sauf. Se battre est le dernier recours, pas la première option. » Sarah, qui était silencieuse et réservée il y a encore une semaine, se tenait maintenant droite, pratiquant chaque mouvement avec détermination. « Je n'arrive pas à croire à quel point je me sens différente, » a-t-elle confié à Danny pendant une pause pour boire de l'eau. « Comme si j'avais le contrôle sur ce qui m'arrive. »« Pareil, » répondit Danny en essuyant la sueur de son front. « Hier, quand ces élèves de terminale ont essayé de m'embêter dans le couloir, je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai continué mon chemin. Ils ont reculé. » L'entraîneur Rodriguez observait depuis son bureau, prenant des notes pour son rapport au proviseur Martinez. La transformation était remarquable, non seulement physique, mais aussi mentale. Mais dans leur comportement général, ils marchaient plus droit, parlaient avec plus d'assurance et se soutenaient mutuellement d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Alors que le programme prospérait à l'intérieur du gymnase, des forces extérieures se mobilisaient déjà contre lui. Ce même vendredi soir, Derek Morrison était assis dans sa voiture sur le parking d'un restaurant ouvert 24h24, à la sortie de la ville. Son nez était guéri, mais sa fierté restait brisée. La vidéo de son humiliation avait été vue plus de 10 000 fois, et les commentaires lui retournaient l'estomac. À 8h30, une Camaro cabossée s'est garée à côté de lui. Brad Matthews en est sorti, suivi de Connor et Tyler, tous trois animés de la même colère et de la même frustration que Derek. « Ça t'a pris du temps », dit Derek alors qu'il se glissait dans la cabine en face de lui. « Il fallait absolument que personne ne nous suive », répondit Brad, la voix tendue. « On ne peut plus se permettre de voir des vidéos devenir virales. » Tommy se tortilla, mal à l'aise. « Je pense toujours que c'est une mauvaise idée. Et si quelqu'un découvre qu'on travaille ensemble ? » Personne ne le saura, rétorqua Derek. À moins que tu ne prévoies de parler ouvertement. Connor se pencha en avant, les yeux flamboyants. Écoute, on a tous le même problème. Cette fille nous a fait paraître faibles, et maintenant tout le monde pense pouvoir nous tenir tête. Notre réputation est en berne. C'est pire que ça, ajouta Jake. Elle apprend aux autres à se défendre. Hier, un élève de première a riposté quand j'ai essayé de l'embêter. Tyler hocha la tête avec colère. C'est pareil dans notre école. Les enfants qui donnaient l'argent du déjeuner ont soudain une épine dans le pied. Derek sortit son téléphone et leur montra un extrait de l'entraînement de l'après-midi. 60 enfants. Elle a 60 enfants qui apprennent à se battre en un mois. Ça fera 100. Alors, quel est ton plan ? Brad expira. Comment l'arrêter ? On ne peut plus la toucher physiquement, trop de gens regardent, trop de caméras. Mais on peut la détruire légalement, dit Derek, un sourire froid et calculateur illuminant son visage. On porte plainte. Mon père connaît des gens dans le système judiciaire. On prétend qu'elle nous a agressés sans provocation, on l'a fait arrêter, expulser, et peut-être même envoyer en centre de détention pour mineurs.
Connor fronça les sourcils. Mais il existe des preuves vidéo de ce qui s'est réellement passé. Les vidéos peuvent être mal interprétées, répondit Derek d'un ton posé. Surtout quand on a le bon avocat pour les expliquer au juge. Mon père a déjà parlé à notre avocat de famille. Tyler prit la parole. Et l'affaire de l'arrêt de bus? On voit cette vidéo partout, 3 lycéens contre une fille. On va prétendre qu'elle était armée, dit Derek à voix basse. On se défendait. Qui va croire qu'on essayait vraiment de faire du mal à ces filles de seconde? Jake hocha lentement la tête. Et une fois arrêté, son petit club de combat s'effondre. Les enfants recommencent à avoir peur, et nous, à reprendre le contrôle. Brad semblait sceptique. Ça pourrait se retourner contre nous. Et si les gens ne nous croyaient pas? Ils le feront, dit Derek avec assurance. Parce que ma famille a de l'influence dans cette ville, contrairement à la sienne. C'est nous les victimes, pas elles. Les 6 garçons passèrent l'heure suivante à coordonner leur récit, prévoyant de porter plainte simultanément et de présenter un front uni. Ils allaient dépeindre Keisha Williams comme une personne dangereuse qui s'en prenait à des élèves innocents sans provocation. Pendant ce temps, de retour à l'école, Keisha terminait sa séance d'entraînement, inconsciente du piège légal qui lui était tendu. Lundi à la même heure, demanda Sarah tandis que les élèves rassemblaient leurs affaires. Absolument, répondit Keisha en souriant. Et n'oubliez pas, pratiquez votre intuition pendant le week-end. Faites confiance à votre instinct. Alors que les étudiants sortaient, discutant avec enthousiasme de leur progrès, l'entraîneur Rodriguez s'est approché de Keisha. Tu as fait quelque chose de spécial ici, dit-il doucement. Ces enfants sont différents, plus forts. Ils ont toujours été forts, répondit Keisha. Il fallait juste qu'ils s'en souviennent. Soyez prudents, cependant, a-t-il averti. Un tel changement rend certaines personnes nerveuses, surtout celles qui bénéficient de l'ancien système. Keisha hocha la tête et rassembla ses affaires. Elle avait senti la tension monter toute la semaine, la façon dont Derek et ses amis la regardaient, les conversations chuchotées qui cessaient dès son entrée dans la pièce. Elle sentait quelque chose se tramer sous la surface, mais elle ignorait que la tempête allait éclater et qu'elle mettrait à l'épreuve non seulement ses talents de combattante, mais aussi sa foi en la justice elle-même. Lundi matin, le docteur Patricia Williams a reçu l'appel qui a tout changé. Elle consultait les dossiers de patients à l'hôpital lorsque son téléphone a sonné, un numéro inconnu. Docteur Williams, ici le sergent est, du service de police de Millbrook. Nous avons besoin que vous veniez au commissariat avec votre fille. Le sang de Patricia se glaça. Keisha est blessée? Que s'est-il passé? Elle n'est pas blessée, madame, mais des accusations d'agression ont été portées contre elle. Nous devons l'interroger. Des accusations d'agression? C'est impossible, ma fille ne. Madame, nous avons 6 plaignants. Je vous suggère de contacter un avocat. Les mains de Patricia tremblaient lorsqu'elle a appelé l'école de Keisha, puis son superviseur, pour demander un congé d'urgence. Lorsqu'elle est arrivée au lycée de Millbrook, la police l'attendait dans le bureau du directeur. Le directeur Martinez semblait bouleversé. 6 garçons de 2 écoles différentes ont déposé plainte, affirmant que Keisha les avait agressés sans provocation. C'est ridicule, dit Patricia fermement. Ma fille se défendait et protégeait les autres élèves. Les plaignantes racontent une version différente, a déclaré le sergent et en vérifiant ses notes. Elles affirment qu'elle a systématiquement pris pour cible et agressé des étudiants, et elles demandent des ordonnances restrictives. Lorsque Keisha fut appelée au bureau, son calme vacilla pour la première fois depuis son transfert à Millbrook. En voyant le visage inquiet de sa mère et l'expression sévère de l'agent, elle comprit enfin que les représailles de Derek avaient pris une forme inattendue. « Suis-je en état d'arrestation » demanda-t-elle doucement. « Pas encore » répondit le sergent Hay. « Mais vous devez venir au poste pour un interrogatoire. Votre mère peut vous accompagner. » Lorsque la nouvelle de l'arrestation de Keisha par la police s'est répandue dans l'école, un chaos général s'est installé parmi les élèves. Jessica Martinez a fondu en larmes en apprenant la nouvelle. « C'est ma faute » sanglota-t-elle à Sarah. « Si je n'avais pas posté cette vidéo ?» « Non » dit Sarah fermement, se surprenant elle-même par sa force. « C'est la faute de Derek, de Brad et de tous les autres tyrans qui n'ont pas supporté que quelqu'un leur tienne enfin tête. » En moins d'1 heure, les élèves s'organisaient. Danny créa un groupe de discussion appelé « Justice pour Keisha », qui compta plus de 200 membres en 30 minutes.
Des vidéos de l'incident de l'arrêt de bus furent republiées avec des explications détaillées sur ce qui s'était réellement passé. Marcus Thompson, qui avait tenté d'avertir Keisha des semaines auparavant, se retrouva à la tête d'une manifestation improvisée à la cafétéria de l'école. « Ils essaient de la détruire parce qu'elle nous protège », a-t-il déclaré à tous ceux qui étaient à portée de voix, parce qu'elle nous donne le courage de nous protéger. Au commissariat, Keisha était assise dans une salle d'interrogatoire, entourée de sa mère et de l'avocat commis d'office. Patricia Rodriguez se pencha en avant, un stylo posé sur son bloc-notes. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé, dit-elle, à commencer par ton premier jour d'école. » Keisha prit une profonde inspiration et raconta chaque instant, la demande d'argent de Derek pour sa protection, le harcèlement incessant, l'enregistrement modifié, la confrontation sur le parking et l'incident à l'arrêt de bus. Le regard de sa mère s'assombrissait à chaque nouveau détail ou des histoires que Keisha n'avait jamais racontées auparavant. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé » demanda Madame Rodriguez, la douleur perçant sa voix. « Parce que je pensais pouvoir gérer la situation, » répondit Keisha doucement, « et parce que je savais que si tu te plaignais, l'école ne ferait qu'empirer les choses. » Madame Rodriguez griffonnait furieusement. « Avez-vous des preuves de leur harcèlement ? » « J'ai pris des photos des dégâts causés à mon casier, » a déclaré Keisha. « Il y a peut-être même des images de caméras de sécurité montrant certains incidents à l'école. » Pendant ce temps, l'entraîneur Rodriguez arpentait le couloir devant le bureau du principal Martinez. Sa voix était tendue par une colère contenue. « Vous savez que c'est mal. Vous avez vu ce que Keisha a fait pour nos élèves, la confiance qu'elle inspire, la façon dont elle leur apprend à se défendre. »« J'ai les mains liées, » a répondu la directrice Martinez en se massant les tempes. « 6 familles ont porté plainte, et le conseil scolaire est en crise. Ils craignent davantage les poursuites judiciaires que de faire ce qui est juste. » La voix de l'entraîneur Rodriguez se transforma en un murmure féroce. « J'ai vu Derek Morrison et ses amis terroriser les enfants pendant des années. J'ai signalé, recommandé des interventions, suggéré des sanctions, rien n'a changé. Et maintenant, une fille ose se lever, et soudain, tout le monde s'inquiète de la violence à l'école. » Un léger coup frappé les interrompit. Madame Chen entra, les yeux écarquillés. « Principal Martinez, il y a une 50aine d'élèves dans le couloir principal, brandissant des pancartes. Ils exigent l'abandon des poursuites contre Keisha. » Des signes. Martinez fronça les sourcils. Quel genre de signes? Justice pour Keisha, arrêtez de protéger les tyrans, elle nous a défendus. Des parents arrivent aussi, beaucoup de parents. La directrice Martinez ferma les yeux. Appelle le président du conseil scolaire. Dis-lui qu'on a un problème. De retour dans la salle d'interrogatoire, le docteur Williams était assise à côté de sa fille. Patricia se pencha et murmura, « Quoi qu'il arrive, je suis fière de toi. » Keisha serra la main de sa mère, ressentant à la fois peur et détermination. Elle n'était plus seule. 2 semaines plus tard, la veille du procès, Keisha était assise à sa table de cuisine avec Madame Rodriguez. Bloc-notes et dossiers ouverts encombraient la surface. « Souvenez-vous, » dit l'avocate en tapotant son stylo, « tenez-vous en au fait. Ne laissez pas leur avocat vous provoquer. C'est exactement ce qu'ils veulent. » « Et si le juge ne me croit pas ?» demanda Keisha, la voix tremblante. « Nous ferons appel s'il le faut » lui assura Madame Rodriguez. « Mais vous serez surprise du soutien dont vous bénéficierez. » Juste à ce moment-là, le docteur Williams entra avec une boîte pleine de courriels imprimés. « Ce sont ceux d'aujourd'hui » dit-elle en les posant lourdement. « Des lettres de soutien de parents, d'élèves, et même d'enseignants d'autres écoles qui ont entendu parler de votre cas. » Madame Rodriguez sourit. Le parquet reçoit des courriers similaires. L'opinion publique est largement en votre faveur. De l'autre côté de la ville, Derek Morrison était assis dans son salon avec l'avocat de son père, Maître Blackwood, un homme à la tenue soignée et au regard froid. « Je veux que vous compreniez une chose, » dit Blackwood d'une voix glaciale. « Si des incohérences apparaissent dans votre témoignage demain, toute cette affaire s'écroule. » Derek se tortilla, mal à l'aise. « Il n'y aura pas d'incohérence. Il vaut mieux que ce ne soit pas le cas, prévint Blackwood. Car si nous découvrons que vous avez menti, les accusations d'agression seront le cadet de vos soucis. Déposer de fausses plaintes est un crime. » Jake et Tommy échangèrent des regards nerveux sur le canapé. Pendant ce temps, Brad Matthews faisait les 100 pas dans le garage de Connor. « Et s'ils avaient des preuves que nous ignorons ?» s'inquiétait Tyler. « Caméra de surveillance, témoins, je ne sais pas, »
rétorqua Brad, son assurance habituelle envolée. Mais la situation est en train de déraper. Connor hocha la tête. Mon père dit que si on perd, on risque d'être accusé de parjure. Il parle d'engager notre propre avocat. Tyler déglutit difficilement. J'ai entendu dire qu'une vingtaine d'étudiants prévoient de témoigner en sa faveur demain. De retour au lycée Millbrook, ces 20 élèves se sont réunis dans la bibliothèque de l'école pour une dernière séance de préparation, organisée par Marcus Thompson et Jessica Martinez. Dites simplement la vérité sur ce que vous avez vu, a dit Marcus au groupe. N'exagérez pas, n'ajoutez pas de détails dont vous n'êtes pas sûr. Sarah leva la main. Et s'ils essayaient de nous faire passer pour des menteurs? Alors on reste calme et on s'en tient à nos histoires, répondit Jessica fermement. Parce que nos histoires sont vraies. Danny hocha la tête. Derek me harcèle depuis 3 ans. Demain, je pourrai enfin dire à une personne en position d'autorité ce que c'était. L'entraîneur Rodriguez, debout au fond de la salle, s'avança. Je veux que vous sachiez tous combien je suis fier de votre courage. Se présenter devant le tribunal exige le même courage que Keisha sur ce parking. Est-ce que vous témoignerez aussi, coach, demanda Sarah. Je le ferai, dit-il, et la directrice Martinez aussi, même si elle ne le sait pas encore. Les élèves parurent surpris, et Marcus ajouta, elle va témoigner au sujet des signalements de harcèlement qu'elle a déposés et qui ont été ignorés. Madame Rodriguez l'avait assignée à comparaître cet après-midi-là. À la fin de la réunion, les élèves ont échangé des câlins, sachant que demain déterminerait non seulement le sort de Keisha mais aussi l'avenir de la culture de leur école. Cette nuit-là, Keisha resta éveillée, les yeux rivés au plafond, repensant à chaque instant des 8 derniers mois. Arrivée à Millbrook après avoir quitté Détroit, elle était autrefois une enfant réservée, concentrée sur sa formation et ses études. Elle se trouvait désormais au cœur d'une bataille juridique qui divisait sa communauté. À 2 heures du matin, après d'innombrables messages de soutien de Jessica et d'autres étudiants, elle s'est finalement endormie, sachant que dans seulement 8 heures, elle entrerait dans cette salle d'audience portant les espoirs et les craintes de tous ceux qui avaient été victimes d'intimidation. Le véritable verdict, réalisa TL, avait déjà été rendu par les personnes qui la soutenaient. Nous démontrerons que Keisha Williams a systématiquement ciblé et agressé mes clients, leur causant à la fois des dommages physiques et un profond traumatisme émotionnel. Il a fait un geste en direction de Derek, assis, la tête baissée, jouant la victime. Ces garçons vaquaient simplement à leurs occupations quotidiennes lorsqu'ils sont devenus la cible de l'agression non provoquée de l'accusé. Les preuves démontreront clairement qu'elle est une personne dangereuse, qui utilise son entraînement aux arts martiaux comme une arme pour intimider et blesser autrui. Madame Rodriguez s'est levée avec assurance pour défendre sa défense, sa voix résonnant dans la salle d'audience. Votre honneur, a-t-elle déclaré, il ne s'agit pas d'une agression non provoquée, mais d'une jeune femme qui se défend et défend d'autres personnes contre un harcèlement et des brimades incessants. Chaque coup et chaque manœuvre de ma cliente constituait une réponse directe aux menaces croissantes et aux agressions physiques réelles des plaignantes. L'accusation a d'abord appelé Derek à la barre. Il s'est approché avec une nervosité éprouvée, livrant un récit soigné, quoique inventé, de la prétendue hostilité de Keisha. J'essayais juste d'être aimable avec la nouvelle élève, a-t-il protesté, la voix tremblante d'une émotion feinte. Je lui ai proposé de lui faire visiter les lieux, de l'aider à s'intégrer. Au lieu de cela, elle s'est retournée contre moi. Et que s'est-il passé sur le parking, insista Blackwood. Il se pencha en avant, le regard perçant. Elle nous a coincés, mes amis et moi, après l'école. On a essayé de s'éloigner, mais elle nous a suivis. Quand j'ai tenté de calmer la situation, elle a attaqué sans prévenir. Madame Rodriguez s'est précipitée sur le contre-interrogatoire. Monsieur Morrison, n'est-il pas vrai que vous avez exigé de l'argent de protection de ma cliente dès son premier jour? Derek perdit son sang-froid. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, balbutia-t-il. N'est-il pas vrai aussi que vous avez créé un enregistrement audio modifié pour l'humilier devant les autres étudiants? Son visage s'est vidé de ses couleurs. Je n'ai jamais rien édité, a-t-il lâché. Le silence s'installa dans la salle d'audience lorsque Madame Rodriguez se tourna vers le juge. Votre honneur, je voudrais présenter la pièce à conviction à de la défense. Aussitôt, l'enregistrement original, non édité, de la discussion de Keisha en cours d'anglais emplit la salle, suivi quelques instants plus tard par la version truquée de Derek. Le contraste était indéniable. Des murmures parcoururent la galerie tandis que les joues de Derek s'empourpraient. C'était juste une blague, marmonna-t-il,
mais le mal était fait. Puis vinrent Jake et Tommy. Leurs histoires, soigneusement répétées, commencèrent à se défaire sous les questions incessantes de Madame Rodriguez. Tommy contredisait la chronologie de Jake, et Jake ne parvenait pas à expliquer pourquoi les images de vidéosurveillance les montraient en train de harceler d'autres élèves les jours même où ils prétendaient être victimes. Lorsque Brad Matthews a témoigné pour les garçons de Riverside, son témoignage s'est effondré de façon encore plus spectaculaire. Vous dites donc à ce tribunal que 3 lycéens ont été intimidés par une fille à un arrêt de bus, a demandé Madame Rodriguez, incrédule. Elle était agressive, marmonna Brad. Agressif, répéta doucement Madame Rodriguez. Ou défendre 2 élèves plus jeunes contre un harcèlement incessant? Elle a ensuite diffusé la vidéo non éditée de Jessica, où l'on voyait Brad et ses amis menacer les filles, avant que Keisha n'intervienne. De nouveau, des murmures ont éclaté dans la salle. Marcus Thompson était le témoin suivant de la défense. Son témoignage sur la campagne d'intimidation de Derek, qui avait duré 3 ans, a dévasté l'accusation. 1. Les élèves ont relaté des incidents de harcèlement systématique. Le récit émouvant de Jessica concernant la menace à l'arrêt de bus a fait pleurer plusieurs jurés. Tyler a attrapé le bras de mon amie alors qu'elle tentait de s'éloigner. Nous étions terrifiés et en infériorité numérique. Keisha nous a sauvés. Le témoignage de Sarah était tout aussi poignant. Derek et ses amis ont transformé l'école en cauchemar pour tous ceux qu'ils ciblaient. Keisha nous a donné l'espoir que quelqu'un finirait par leur tenir tête. Finalement, le directeur Martinez a pris la parole, son aveu réticent que l'école avait ignoré les rapports de harcèlement ajoutant du poids institutionnel à la thèse de la défense. Puis Keisha elle-même s'est levée. Son témoignage calme et mesuré contrastait fortement avec les esquives nerveuses des plaignantes. « Je n'ai jamais voulu me battre avec qui que ce soit », a-t-elle dit doucement. « Je voulais juste aller à l'école en toute sécurité. Quand ce n'était pas possible, je me défendais et je défendais ceux qui ne pouvaient pas se défendre. » Lors de sa plaidoirie, Madame Rodriguez a directement fait appel au sens de la justice du juge. « Votre honneur, les preuves sont accablantes, ma cliente a agi en état de légitime défense face à un harcèlement et à des agressions systématiques. La punir pour s'être protégée et avoir protégé ses camarades de classe enverrait un message dangereux. Les harceleurs peuvent agir en toute impunité, tandis que leurs victimes sont poursuivies pénalement pour avoir résisté. » La juge Thompson se retira pour délibérer. 30 minutes tendues s'écoulèrent avant son retour, la salle d'audience retenant son souffle. Elle fixa Keisha du regard. Après avoir examiné l'ensemble des preuves et des témoignages, le tribunal déclare l'accusé non coupable de tous les chefs d'accusation, a-t-elle déclaré. Et je recommande également au procureur de district d'enquêter sur d'éventuelles accusations de parjure contre les plaignantes. Une vague de soulagement envahit la salle. Des acclamations fusèrent lorsque Keisha serra sa mère et son avocate dans ses bras, enfin libérée du nuage juridique qui pesait sur elle. Le coup final du marteau a résonné dans le palais de justice et, à la table des plaignants, Derek Morrison était assis, figé, ses mensonges soigneusement élaborés étant exposés à la vue de tous. Son visage pâlit sous le poids des accusations de parjure. Derrière lui, l'expression de son père passa de l'autorité assurée à une fureur à peine contenue. « Vous m'aviez dit que c'était sûr », siffla M. Morrison à Blackwood sous la pression des journalistes. « Vous disiez que la fille n'avait aucune chance. » Blackwood préparait déjà sa mallette, impatient de prendre ses distances. « Votre fils a menti sur les preuves, une fois ces enregistrements révélés, je n'ai rien pu faire. » De l'autre côté de l'allée, Jake Wilson et Tommy Bradley restaient assis, stupéfaits, tandis que leurs parents encaissaient le choc. Le visage de Madame Wilson se vida de ses couleurs. « Faux témoignage, c'est un crime, n'est-ce pas, maman ?» On commença Jake, mais il fut interrompu. « On en discutera à la maison », dit sa mère d'un ton sec. « Et tu appelleras chaque famille touchée par ce désastre pour t'excuser personnellement. » Pendant ce temps, les garçons de Riverside étaient confrontés à leurs propres problèmes. Brad Matthews vit son image de dur à cuire soigneusement construite s'effondrer tandis que son père se levait pour partir sans un mot. Connor et Tyler le suivirent, leur bravade s'évaporant. « C'est de la folie », murmura Tyler en se frayant un chemin à travers la foule. « On pourrait aller en prison pour ça. » La mère de Connor rétorqua, « Je t'ai mieux élevé que ça », d'une voix basse mais féroce. À l'extérieur du tribunal, les familles des plaignantes sortaient, honteuses, mais une autre scène se déroulait. Les étudiants qui avaient témoigné entouraient Keisha de larmes de joie et de soulagement. « Tu as réussi », s'écria Jessica en la serrant dans ses bras. « On les a vraiment battus », corrigea Keisha en scrutant les visages qui l'avaient soutenue.
tous ensemble. Le docteur Williams se tenait à proximité, le regard mêlé de fierté et d'étonnement. Cette fille discrète qui a quitté Détroit il y a quelques mois est devenue un symbole de courage, murmura-t-elle tandis que Keisha la prenait dans ses bras. Je suis si fière de toi, ma puce, ajouta-t-elle, non seulement pour ta victoire, mais aussi pour la grâce avec laquelle Keisha s'était comportée. Madame Rodriguez rassembla ses papiers avec un sourire satisfait. En 20 ans de pratique, elle avait rarement vu une affaire aussi tranchée. Le procureur va certainement porter plainte pour parjure, dit-elle à la famille Williams. Faux rapport de police, mensonge sous serment, ces garçons ont de sérieux ennuis judiciaires devant eux. Des cases de reportage étaient alignées dans la rue tandis que les journalistes interviewaient des élèves, des parents et des membres de la communauté sur cette affaire historique. On ne peut pas terroriser les gens et ensuite se faire passer pour la victime lorsqu'ils ripostent, a déclaré Marcus Thompson à un journaliste, entouré d'une douzaine d'élèves. L'affaire a dépassé Millbrook, déclenchant un débat national sur le harcèlement, la légitime défense et l'échec des institutions à protéger les élèves. Dans les semaines qui ont suivi le procès, des changements rapides ont eu lieu au lycée de Millbrook. La directrice Martinez, conspuée par son témoignage au tribunal concernant les signalements de harcèlement ignorés, a mis en place une véritable politique de tolérance zéro en matière d'intimidation. Derek Morrison n'est jamais retourné à l'école, les accusations de parjure et les poursuites civiles qui ont suivi ont poussé ses parents à vendre discrètement leur maison et à déménager à 3 États de là. Jake Wilson et Tommy Bradley ont plaidé coupables d'avoir déposé de faux rapports de police, ont été condamnés à des travaux d'intérêt général et à une mise à l'épreuve, et ont dû suivre des séances de conseil et de gestion de la colère. Brad Matthews a été renvoyé et inculpé de multiples chefs de harcèlement, tandis que Connor et Tyler ont été suspendus en attendant les poursuites judiciaires. Le changement le plus marquant a peut-être été le programme d'autodéfense de Keisha. 3 mois après l'essai, le coach Rodriguez veillait sur un gymnase bondé alors que plus d'une centaine d'élèves participaient à ce qui était désormais le programme d'autonomisation et de sécurité des élèves. Des séances en soirée et des ateliers le week-end avaient été ajoutés pour répondre à la demande. Je n'aurais jamais imaginé que cela prendrait une telle ampleur, a-t-il confié à Keisha tandis qu'elle ajustait la posture d'une élève de première année. Moi non plus, a-t-elle répondu, mais je pense que les gens étaient prêts. Ils avaient juste besoin d'être autorisés à croire en leur force. Le programme a évolué au-delà de la défense physique pour inclure la résolution de conflits, la formation à l'intervention des témoins et la médiation par les pairs. Sarah, l'une des premières élèves de Keisha, était désormais instructrice. Le plus intéressant, ce n'est pas d'apprendre à se battre, a-t-elle déclaré à un groupe d'élèves de 5e nerveux, c'est d'apprendre qu'on n'a plus besoin d'avoir peur. La transformation était visible dans toute l'école. Les interactions dans les couloirs ont radicalement changé, les élèves marchaient avec assurance, s'exprimaient plus facilement et se soutenaient mutuellement. Danny, autrefois la cible fréquente de Derek, dirigeait désormais un groupe de soutien pour les personnes souffrant d'anxiété et de dépression liées au harcèlement. Keisha ne nous a pas seulement appris à nous défendre physiquement, a-t-il expliqué aux nouveaux membres. Elle nous a appris que nous méritons de nous sentir en sécurité et que nous avons le pouvoir d'y parvenir. Les répercussions se sont propagées au-delà du lycée de Millbrook. D'autres écoles du district ont demandé des programmes similaires, des organisations nationales de lutte contre le harcèlement ont sollicité des consultations et les recruteurs universitaires ont remarqué le leadership de Keisha. Par un vendredi de printemps calme 6 mois après le procès, Keisha s'est retrouvée dans la cafétéria où Derek avait réclamé pour la première fois une prime de protection. L'atmosphère était complètement différente. Des élèves de tous niveaux et de tous milieux sociaux étaient réunis, les conversations étaient animées et la tension qui régnait autrefois dans l'espace avait disparu. Jessica s'approcha, une lettre à la main. « Ceci est arrivé au bureau principal pour vous, dit-elle avec un sourire. Keisha ouvrit l'enveloppe et trouva un mot manuscrit d'un étudiant californien, « J'ai vu votre histoire aux informations et j'ai créé mon propre groupe d'autodéfense ici. Nous avons 30 membres et aucun incident de harcèlement ce semestre. Merci de nous l'avoir montré. » Marcus demanda en s'installant sur le siège en face d'elle, « Un autre ?» Keisha confirma, ajoutant la lettre à la collection grandissante qu'elle conservait dans son casier. Elle jeta un coup d'œil à la cafétéria transformée, puis regarda par les fenêtres les élèves pratiquant des exercices de renforcement de confiance dans la cour. Elle réfléchit à tout ce qui avait changé depuis le premier jour où elle avait refusé de payer la protection de Derek. Arrivée à Millbrook, elle espérait éviter les ennuis et terminer ses études tranquillement. Au lieu de cela, elle découvrit que parfois, les batailles les plus importantes sont celles qu'on ne choisit pas, elles nous choisissent. Et parfois, défendre ce qui est juste change non seulement sa propre vie,
mais celle de toute une communauté. Lorsque la cloche a sonné la fin du déjeuner, les élèves ont rassemblé leurs affaires et sont retournés en classe avec une énergie et une confiance inimaginables quelques mois auparavant. Keisha a souri en rangeant ses affaires. Sa mère avait raison, Millbrook était différente de Détroit, c'était différent, c'était mieux, et Keisha y avait contribué. En parcourant des couloirs qui semblaient autrefois hostiles, maintenant entourés de camarades de classe qui avaient trouvé leur voie et leur force, Keisha Williams savait que certains combats valent chaque once d'effort. J'espère que cette histoire vous a plu. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires qui, je pense, vous plairont. Bonne journée.